Tension extrêmement au Moyen-Orient, le détroit d'Ormuz, voie stratégique pour le pétrole mondial, se retrouve au cœur d'un bras de fer international. Donald Trump affirme que les États-Unis pourraient ouvrir le détroit et s'emparer du pétrole avec un peu plus de temps, tandis que l'Iran annonce avoir abattu un F-35 américain et multiplie les ripostes sur ses voisins et sur les intérêts sur ses voisins et concernant les intérêts américains sur le plan diplomatique. L'ONU reporte le vote sur l'usage de la force pour protéger la route maritime au détroit d'Ormuz, alors que la Chine dénonce les frappes contre les infrastructures civiles en Iran et que l'Italie propose un corridor humanitaire. Sur le terrain, la situation reste volatile et surtout les incendies dans les raffineries, les frappes sionistes au Liban et un bilan humanitaire qui s'alourdit de plus en plus en Palestine et au Liban. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Al24 News. Vous regardez l'échiquier international. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'échiquier international qui, vous l'aurez compris, ce soir également se penche sur la situation au Moyen-Orient. Et ce soir, nous analysons cette escalade, ses conséquences géopolitiques et humanitaires avec nos invités. Karim Belgassem, expert en géopolitique et en économie. Bonsoir Karim, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Tininen et bonsoir à tous les téléspectateurs. J'ai également le plaisir d'être accompagné de Giuseppe Acancia, spécialiste du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Bonsoir Giuseppe, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous, merci. Alors Giuseppe, restez avec moi, je commence avec vous. Giuseppe, je le disais à l'instant, le président Trump a affirmé sur son réseau social que les États-Unis peuvent ouvrir le détroit d'Ormuz avec un peu plus de temps. Que doit-on comprendre de ce que dit Trump concernant le détroit d'Ormuz et cette ouverture ? C'est très compliqué en fait, parce que là, il y a la possibilité d'une négociation, même si c'est très compliqué, parce qu'en fait, les autorités iraniennes ne veulent pas négocier. Et de l'autre côté, la possibilité qu'il y ait une ouverture de Hormuz, ça vient après la possibilité d'arriver à un cessez-le-feu. Donc, les autorités iraniennes peuvent ouvrir les trous d'Hormuz seulement quand il y aura un cessez-le-feu et la guerre va terminer. De l'autre côté, Trump, la position de Trump est toujours très agressive et voudrait bien qu'il y ait une ouverture d'Hormuz avant le cessez-le-feu. Et ça, c'est complètement impossible parce qu'en fait, les autorités iraniennes savent bien qu'ils peuvent continuer pour des semaines, des mois, cette guerre qui peut durer beaucoup et longuement. Giuseppe, est-ce qu'on peut considérer que le détroit d'Ormuz est fermé quand les autorités iraniennes affirment que le détroit n'est pas fermé aux navires ou aux pays qui ne sont pas hostiles à l'Iran? Est-ce que finalement on peut vraiment parler de fermeture des détroits d'Ormuz? Oui, tout à fait. En fait, on sait très bien que le 20% du marché pétrolier passe à travers le détroit d'Ormuz. Le 90% du pétrole iranien passe par l'île de Kark. Donc, c'est normal que le détroit est encore ouvert pour les puissances qui supportent l'Iran, comme la Chine, comme le Pakistan, comme le Bangladesh et les autres pays qui toujours ont été des amis de la République islamique. De l'autre côté, le détroit d'Ormuz est fermé pour des pays comme les États-Unis et l'entité sioniste qui continuent la guerre depuis février 28 et les alliés qui supportent cette guerre. Très bien, Monsieur Belgassem, derrière l'idée de cette ouverture que prennent les États occidentaux en particulier, est-ce qu'il s'agit d'assurer la liberté de naviguer ou de navigation ou il s'agit d'un contrôle de ressources stratégiques mondiales? Monsieur Belgassem, vous me Vous recevez? savez, je vous reçois bien. Vous savez, cette guerre confirme et révèle plusieurs choses. Alors, non seulement elle nous a révélé que l'Iran résistait mieux que les Américains israéliens l'auraient supposé. Les Américains sont en état de faiblesse et derrière cette volonté de vouloir rouvrir les détroits d'Ormuz, quelque part, Donald Trump est plus ou moins acculé à la négociation avec les Iraniens, puisque ce sont les Iraniens qui mènent la danse, j'ai envie de le dire comme tel. Quelque part, l'Iran est en train de se découvrir ou de redécouvrir, si vous voulez, il y a un basculement
conceptuel dans la gouvernance du détroit d'Ormuz. C'est-à-dire que l'Iran va appuyer davantage sa souveraineté et, je dirais, la gestion du détroit d'Ormuz et de faire passer, comme elle le fait actuellement, des navires amis. On parle de navires chinois, on parle de navires espagnols, on a même parlé d'un navire français qui appartient à Rodolphe Saldé, un industriel français très connu dans la logistique maritime. Et au-delà de tout ça, l'idée serait d'accélérer le processus de dédollarisation en échange de la conversion en yuan, de l'exportation en yuan, en monnaie chinoise du pétrole iranien. Derrière tout cela, il y a l'apparition des BRICS, puisque l'idée des BRICS, c'est aussi de créer, on va dire, une monnaie commune qui ne serait pas une monnaie commune comparable à l'euro ou même au dollar, mais une monnaie en unité de compte qui pourrait servir sur les transactions internationales dont le pétrole en ferait partie et qui permettrait de contourner toutes les sanctions occidentales. Donc derrière cette idée de reprendre la souveraineté et la gouvernance du détroit d'Ormuz par l'Iran, serait appliquée cette idée d'appliquer non seulement sa souveraineté, mais aussi ce basculement, ce changement de paradigme géopolitique et géoéconomie, puisque rentrerait en place l'influence et l'émergence confirmée déjà des BRICS et de leur économie. Donc tout cela n'est pas dû au hasard. Donc il y a un signal géopolitique et géoéconomique. Et pendant que les États-Unis et Israël sont en état de faiblesse, l'Iran non seulement se défend, mais poursuit son projet à long terme de développement économique à travers ce détroit d'Ormuz on a souvent voulu défier l'Iran à travers ce détroit d'Ormuz. L'Iran a souvent menacé de fermer ce détroit et en général, lorsque les Iraniens disent quelque chose, ils le font. Donc, les Américains et Israéliens sont, je dirais, acculés par rapport à cette décision. Ils commencent à comprendre, même si Donald Trump ne le comprend pas, que les Iraniens sont déterminés et iront jusqu'au bout. Très bien, Karim Belgassem. Giuseppe, à la lumière de ce que vient de nous dire Belgassem, qui a juste titre parlé de la dédollarisation, surtout du rôle que pourraient jouer les BRICS. Est-ce que finalement, on s'en doutait le 28 février dernier, lorsque l'Iran a été agressé, que là maintenant, le conflit ou la guerre au Moyen-Orient et l'agression contre l'Iran allaient redessiner les routes commerciales mondiales. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on en est là? Est-ce que les routes commerciales mondiales sont en train d'être redessinées, surtout quand on sait l'attachement des États-Unis à maintenir les échanges commerciaux en dollars? Oui, tout à fait. Et déjà, on peut voir ça par rapport au fait que l'Iran veut taxer les navires qui passent à travers le détroit d'Ormuz. Ça arrive déjà. Et on va voir si la taxation qui va être appliquée sur les navires qui passent pour le détroit, ça va être similaire à la taxation qui s'applique aux navires qui passent pour le canal de Suez, par exemple. Donc, on va voir à la fin de cette guerre qui va gagner. Parce qu'en fait, qui a le contrôle de détroit d'Ormuz a complètement gagné la guerre. De l'autre côté, l'Iran doit s'accorder avec l'Oman, parce que l'Oman aussi partage les eaux de détroit d'Ormuz. Et là, sont en cours des négociations avec l'Oman pour avoir un protocole pour permettre aux navires de passer à travers le détroit d'Ormuz. Donc, à la fin de cette guerre, l'Iran va être plus fort qu'avant. Déjà, est très fort parce qu'en fait, le prix du pétrole a augmenté tellement que l'Iran est plus fort qu'avant. Et avec les contrôles complets sur le détroit d'Ormuz, qui peut être appliqué avec aussi des mines et d'autres façons pour contrôler les navires des ennemis, comme les États-Unis et l'entité sioniste, l'Iran va avoir un contrôle total sur la région. Très bien, Monsieur Belgassem, je le disais lors de mon introduction, l'ONU, au sein du Conseil de sécurité, a décidé du report du vote d'un texte concernant une intervention forcée au détroit d'Ormuz pour son ouverture. Qu'est-ce que nous dit ce report finalement? Est-ce qu'on est face à des Nations Unies qui se rendent compte des enjeux, donc qui ne peuvent pas intervenir parce que ça entraînerait de fait la chute des institutions du droit international, mais aussi qu'est-ce que ça nous dit finalement sur les institutions de Bretton Woods telles que le FMI et la Banque mondiale?
On sait pertinemment que depuis déjà, je dirais quelques années, déjà depuis la guerre en Ukraine, que les institutions de Bretton Woods, de l'ONU, etc., sont en contestation permanente. Elles sont en contestation de la part des BRICS, j'en parlais tout à l'heure, des pays du Sud global, puisqu'il y a une interprétation du droit international à deux vitesses. Rappelez-vous, lorsqu'il y a eu le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les Occidentaux et principalement les États-Unis ont plus ou moins ordonné aux Européens d'accélérer les sanctions économiques contre la Russie, mais certains pays du Sud global ont dit, écoutez, ce n'est pas notre guerre, nous n'allons pas nous fâcher avec la Russie, qu'est-ce que nous allons gagner d'appliquer vos sanctions? Donc, pas de soumission supplémentaire aux Américains, c'est in fine ce qu'ils ont voulu dire. Cette guerre en Iran et puis le génocide de Gaza, il y a déjà 2 ans et demi, ont démontré non seulement que le droit international n'existe plus, mais c'est le système international, effectivement, de Bretton Woods post-Seconde Guerre mondiale qui est cliniquement mort, il faut le dire franchement. Et ce qui se passe avec le détroit d'Ormuz et ce que veut faire les Nations Unies, on a l'impression que c'est un peu une opération de la dernière chance et une opération teintée de faiblesse pour régler ce conflit. Et par ailleurs, pourquoi l'ONU le ferait? Puisque de toute manière, les États-Unis et Israël s'affranchissent complètement des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Donc, j'ai envie de dire, c'est comme une opération pour le spectacle, pour les médias, pour dire, ben voilà, nous essayons de faire quelque chose. Et puis, d'autre part, est-ce que ce ne serait pas verser du kérosène sur une flamme, puisque le Moyen-Orient est en flamme et l'Iran, en tout cas, quand je dis l'Iran est en flamme, je veux dire par là que les Américains et les Israéliens ont amplifié une situation déjà inflammable et que cette intervention n'était absolument pas nécessaire. Donc, c'est une tentative désespérée pour l'ONU d'exister tant bien que mal, mais cet événement comme cette guerre contre l'Iran est une confirmation supplémentaire qu'il y a un changement de paradigme géopolitique et la recomposition de l'échiquier mondial est présent. Et j'insiste une nouvelle fois, il faudra tenir compte de plus en plus à travers le Sud global et les BRICS, puisque les BRICS vont en fait passer pour le groupe de pays, avec des pays tels que la Chine et la Russie qui sont souvent diabolisés comme des dictatures, enfin des termes très très péjoratifs, mais qui, on l'a vu dernièrement avec la déclaration de la Chine qui déclare que c'est une violation du droit international ce qu'ont commis Israël et les Américains, de même que la Russie a fait exactement le même type de déclaration au début de cette guerre contre l'Iran. Donc des pays qui ont une réputation diabolique en Occident vont devenir les parangons et les représentants de la défense des opprimés, du droit international et de la souveraineté, ce qu'auraient dû, je dirais, représenter certains pays occidentaux comme la France et d'autres. Donc il y a un retournement et un basculement, je dirais, assez ironique, mais je dirais cet basculement était sans doute inéluctable et cette guerre en Iran ne fait qu'accélérer, je dirais, certains événements qui auraient sûrement pu se produire dans un avenir proche, mais cette guerre contre l'Iran n'a fait que l'accélérer effectivement. Très bien, Giuseppe, quand on parle aujourd'hui de bouleversement de l'échiquier international, quand on parle de la restructuration des relations internationales, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets? On parle par exemple de la position de l'Espagne qui fait aujourd'hui un peu l'exception dans le monde occidental. Mais quels sont concrètement sur le terrain ces changements d'alliance ou ces changements sur l'échiquier international? Oui, clairement, l'Espagne, ça représente l'opposition à la guerre par rapport aux pays européens. On sait très bien qu'il y a complètement Sanchez, n'a pas voulu complètement être engagé dans cette guerre, a nié même l'espace aérien aux États-Unis. Et on peut ajouter l'Angleterre aussi, qui par exemple n'a pas voulu donner ses bases pour des attaques. Ça change beaucoup par rapport, par exemple, à l'exemple de la guerre en Irak de 2003. Et, donc, surtout quand on sait que l'Angleterre est un allié historique des États-Unis et de l'entité sioniste.
tout à fait. Et ça a changé beaucoup les équilibres dans cette guerre, parce que clairement, Keir Starmer n'a pas voulu être engagé dans cette guerre. Elle la considère comme une guerre qui devait jamais être déclenchée. Et aussi des pays comme l'Allemagne, par exemple, où le président a clairement dit qu'on parle d'une guerre illégale. De l'autre côté, c'est clair que la Russie et la Chine jouent un rôle très important parce que doit s'engager dans une négociation, surtout à travers le Pakistan dans ce moment-là, qui pourrait amener à la possibilité que les autorités des différents pays qui sont engagés dans la guerre, avec l'Égypte, la Turquie et d'autres pays, s'engagent dans un dialogue. Mais c'est clair que l'Iran ne veut pas s'engager dans des négociations. L'Iran veut un cessez-le-feu. Et le cessez-le-feu arrive avant de toute ouverture de l'étroit d'Ormuz. Et s'il n'arrive pas le cessez-le-feu, l'Iran est prêt à continuer à se battre. On sait très bien que là, on est dans la 5e semaine de guerre et il y a des attaques très graves. Parce qu'en fait, l'autre jour, Trump a dit qu'il veut amener l'Iran à l'âge de la pierre. C'est incroyable d'écouter, d'entendre ces gens de définition. En fait, il y a des attaques aux universités de Téhéran, aux universités polytechniques, il y a les attaques à l'université d'Isfahan, même l'attaque au pont à Alborz, B1, à l'Institut Pasteur. Donc, il y a une guerre sauvage qui est amenée par les États-Unis et l'entité sioniste. Sans oublier, Giuseppe, peut-être faut-il encore le signaler qu'on a attaqué, que l'entité sioniste et les États-Unis ont également attaqué des sites historiques, ce qui révèle d'un crime contre l'humanité. Là aussi, quand on détruit des sites historiques. Là, je voudrais votre avis à tous les deux. Je commence avec vous, Monsieur Belgassem. Monsieur Belgassem, le Pentagone a annoncé avec effet immédiat le limogeage du chef d'état-major américain. Le chef d'état-major, faut-il le rappeler, qui n'était pas vraiment d'accord avec cette guerre contre l'Iran. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'à l'intérieur des États-Unis, à l'intérieur de Washington, à l'intérieur de la Maison-Blanche, l'hégémonie ou, j'ai envie de dire, le consensus n'est pas là concernant cette guerre finalement. Loin de là, il n'y a aucun consensus et les divisions sont patentes dans l'armée américaine. Il y a une grosse purge, hein. On peut parler effectivement d'une purge. Il y a eu le limogeage du général plus 11 autres personnes très très importantes. Il y a une opposition interne à cette intervention. Il y a eu des avertissements qui ont été ignorés par Donald Trump et toute sa cour. C'est pour ça que parfois on parle d'un problème mental de Donald Trump et c'est loin d'être une plaisanterie puisqu'il écarte toutes les personnes qui lui apportent des mauvaises nouvelles. Donc Trump élimine toutes les oppositions dans l'armée. Donc c'est une décision politique teintée d'un vrai climat de tension interne. Et en fait, pourquoi il le fait maintenant? Parce qu'il a peur de cette contestation s'amplifie de plus en plus. Donc l'idée, ce serait de tuer dans l'œuf une certaine révolte et que Trump reçoive uniquement les bonnes nouvelles en provenance d'Iran. Sauf qu'on a l'impression qu'il est de plus en plus isolé et qu'il agit seul. Mon confrère Giuseppe, que je salue au passage, a rappelé le discours expressif de Donald Trump comme quoi il allait faire revenir l'Iran à l'âge de pierre. On voit qu'il est dans une tentative désespérée d'afficher une certaine puissance qu'il n'a pas, alors qu'il a abandonné le discours initial de la libération, la démocratie de l'Iran. Et là, on est dans un processus, dans un discours de destruction pure. Il fait aussi référence au bombardement atomique d'Hiroshima et de Nagasaki. Là, par exemple, là où c'est très dangereux, c'est qu'effectivement, il y a des attaques vers des cibles civiles. On a parlé d'un pont civil qui a été détruit. Et donc, on va frôler peut-être le risque de crime de guerre à un moment ou à un autre. Précisons aussi que Donald Trump, un de ses proches, est impliqué dans un scandale financier puisqu'il y a un soupçon de délit d'initié sur son ministre de la Défense. Et c'est un système basé sur la fidélité personnelle à Donald Trump. Il a un cercle restreint et donc il y aurait aussi une dérive du système institutionnel américain. Donc
tout cela confirme que l'armée américaine et Donald Trump sont dans une situation de faiblesse, dans une situation très fébrile, qui n'est pas à leur avantage, qu'ils ont toujours sous-estimé l'Iran. On a vu cet avion qui a été abattu aujourd'hui, qui démontre les capacités de résistance de l'Iran. Et l'Iran a un avantage très très certain sur les États-Unis, c'est qu'ils connaissent très bien les Occidentaux, ils connaissent très bien leur culture, leur histoire, alors que l'inverse n'est pas vrai. J'ai toujours souligné le manque de culture et d'ouverture des Américains par rapport à la culture perse, à l'histoire de l'Iran, qui sont de fins diplomates et de fins négociateurs. Très bien, Giuseppe, brièvement, alors pour vous, comment on peut lire ce limogeage dans les hautes sphères de l'armée américaine? Oui, tout à fait. La politique de Trump dans cette guerre est en crise. Par exemple, il faut toujours se souvenir de Joe Kent, le chef de l'antiterrorisme, qui a démissionné, disant que c'est une guerre faite juste pour les intérêts de l'entité sioniste. Il faut se souvenir de Gabar, le chef de l'intelligence. Elle a dit pareil, que l'Iran ne représentait pas une menace. Mais en fait, en général, toutes ces personnes qui démissionnent et le fait que Trump est toujours plus isolé, comme disaient les camarades, ça représente un truc très, très important, qu'il y a une minorité aux États-Unis qui soutiennent cette guerre. Et ça est clairement représenté par le fait qu'il y a eu des manifestations No Kings la semaine passée, et les manifestations No Kings et tout le mouvement No Kings est complètement contre Trump, contre les guerres de Trump, contre la politique intérieure de Trump, et ça représente très bien le fait que cette guerre est la guerre de Trump et de l'entité sioniste, mais pas supportée par les gens. Très bien, merci Giuseppe Acconcia, merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Je rappelle que vous êtes spécialiste du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Merci Giuseppe. J'ai eu également le plaisir d'être accompagné de Karim Belgassem, expert en géopolitique et en économie. Merci Karim Belgassem de m'avoir accompagné. Merci pour vos éclairages. Merci beaucoup, à très bientôt. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al24 News et je vous donne rendez-vous très bientôt.